Nous sommes le 31 août 1867 lorsque le poète Charles Baudelaire s'éteint à seulement 46 ans à l'hôpital public, rongé par la syphilis, criblé de dettes, à moitié fou, ne sachant plus dire que crénon. La vie de ce célèbre poète, incarnation du poète maudit, aura été faite d'errance, de drogue, d'alcool, de rapports sexuels tarifés avec des prostituées, et il aura laissé en tant que testament son œuvre majeure, Les Fleurs du Mal, qui a fait scandale à son époque, une œuvre poétique qui a été condamnée de son vivant, dont 6 poèmes ont été retirés par la justice, ce qui n'a pas empêché, moins d'un siècle après, des générations de profs de français de l'imposer à leurs élèves du lycée et en faisant automatiquement quelque chose de rébarbatif et de ringard. Et si je vous parle de Charles Baudelaire en introduction de ma vidéo, c'est pas uniquement pour faire le malin en étalant ma science, mais c'est parce que je trouve des similitudes étranges entre ce poète, donc incarnation de la figure du poète maudit du 19e siècle, et le rappeur dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Gringe, a.k.a. Guillaume Tranchant, est né le 20 février 1980 à Poitiers. Donc il est issu d'une famille d'artistes du théâtre qui vont pas mal voyager, notamment du fait du boulot de son père qui travaille beaucoup dans les MJC. Il va passer une bonne partie de son enfance à Saintes, en Charente-Maritime. Il a un petit frère, Thibaut, qui a 2 ans de moins que lui. Mais c'est à l'âge de 10 ans que la petite famille va déménager à Cergy-Pontoise, dans le Val d'Oise, donc en banlieue parisienne. Quand Gringe décrit sa jeunesse à Cergy-Pontoise, tantôt il dit que c'était un changement très violent, que la ville était assez violente. Tantôt il dit que pour lui c'était vraiment une époque bénie. Et on comprend qu'en fait c'était les deux. On comprend qu'avec son côté rusé, il a pu s'adapter assez rapidement à la vie de banlieusard, là où son petit frère, qui lui était d'une gentillesse et d'une naïveté extrême, son petit frère lui a eu beaucoup plus de mal à s'adapter et ça a même pu être assez destructeur pour lui. Donc ensuite, effectivement, la famille déménage une nouvelle fois pour partir en Normandie, donc dans la ville de Caen, qui est évidemment essentielle dans le développement de Gringe en tant que rappeur. Donc il poursuit ses études à l'IUT Info Communication de If, où comme à son habitude, il ne glande que dalle. Il va un petit peu vendre du bédo sur le lieu de ses études, ce qui va lui rapporter un petit peu d'argent. Et en n'en foutant pas une rame, il va réussir à obtenir son diplôme. Et d'ailleurs, il était tellement impopulaire du fait de son attitude que certains profs militent même pour qu'il ne soit pas admis. Mais en fait, avec Gringe, ça se passe toujours un petit peu de la même manière. Ça se passe toujours un petit peu les choses par chance et toujours en dilettante. Et c'est comme ça, toujours de cette façon, qu'il va obtenir son stage de fin d'études parce qu'il connaît un gars qui est son pote qui tient un magasin de skate. Il va faire un stage dans ce magasin de skate qui en fait est plus un lieu de squat pour les jeunes désœuvrés de la ville. Et c'est là qu'il va vraiment rencontrer Orelsan et que va véritablement naître l'amitié durable avec Orelsan autour de leur passion pour le rap. Il crée le duo des casseurs-flotteurs. Évidemment, pas très longtemps après, il rencontre Ablaye et Scred qui vont devenir leurs producteurs. Ablaye pour le côté entrepreneuriat et Scred pour le côté musical. Mais à la même époque, alors que Gringe rentre à peine dans l'âge adulte, vont survenir les 2 plus grands drames de sa vie qui vont aussi être déterminants dans sa construction en tant qu'adulte. Tout d'abord, ses parents se séparent. Donc ça, vous allez me dire, c'est un petit peu le mal du siècle. Il est loin d'être le seul concerné. Mais à peu près au même moment, et peut-être de façon concomitante, son frère va devenir schizophrène. La maladie de son frère va se déclencher et elle va se déclencher suite à une prise de produit lors d'une soirée. Et ça va créer chez Gringe un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de son frère. Et la culpabilité qui le ronge va le pousser lui aussi à se réfugier dans les paradis artificiels, dans les substances diverses et variées, même si paradoxalement c'est aussi cette culpabilité et ce sentiment de devoir envers son frère qui va l'empêcher d'aller trop loin dans ses excès pour ne pas commettre l'irréparable. En 2003, les casseurs-flotteurs sortent la mixtape Fantasy, qui, si vous voulez mon avis, est vraiment loin d'être un chef-d'œuvre, mais bon, qui a désormais un petit statut culte, on va dire, pour les fans du duo. Ça a au moins le mérite de ne ressembler à rien d'autre, pour ne pas dire que ça ressemble à rien du tout. Je vais baiser ta femme, je vais baiser ta femme.
mais c'est souvent assez drôle, c'est original et ça fait un petit peu de boucan déjà dans leur microcosme. C'est important de dire que en fait dans le groupe c'est plus Gringe au départ l'enfant béni que Orelsan parce que Gringe c'est celui qui part a priori avec le plus de facilité. C'est un grand mec ténébreux qui est beau gosse, qui plaît pas mal aux filles, qui a du charisme et même dans le statut du rappeur, il a plus d'aisance. Pour moi le rap c'est easy comme un exercice de maths. Il a des facilités mais vous savez comment ça se passe souvent avec les gens qui sont trop doués, qui ont trop de facilité. Il a en même temps plus de connaissances, il a vraiment une connaissance encyclopédique du truc qui est beaucoup aidé par les années qu'il a passées à Cergy. Même si c'est pas un pur banlieusard, il a quand même passé toute son adolescence à Cergy. Il a un petit peu bicrave du bédo à droite à gauche. Il correspond un peu plus à l'image qu'on se fait d'un rappeur que Orelsan. Sauf que la vraie différence, c'est que Orelsan, contrairement à lui, c'est un vrai bosseur, même si il a tout fait pour prétendre le contraire dans sa musique. Et en plus, c'est vraiment lui qui va avoir le courage de mouiller le maillot et d'y aller vraiment et de se confronter et de s'exposer parce que à cette époque, il représente vraiment un ovni dans le rap. Des blancs comme lui qui viennent de province, qui ont zéro vécu de banlieue, qui ont zéro crédibilité dans la rue, ça n'existe pas concrètement, ça n'existe pas dans le rap de cette époque. Et il fallait quand même un certain cran pour s'exposer comme il l'a fait. Et c'est vraiment lui, plus que Gringe, qui a fait le taf. Et Scred, il faisait déjà ce boulot à l'époque. Scred, il a d'ailleurs très tôt placé des prods pour Booba, pour Nesbill. Bref, ils ont fait le taf et ça a permis à Gringe, notamment à l'époque, de poser sur la compilation de Marc Bombatac, où tu vois que lui, comme Orelsan, il cherchait encore pas mal leur style à cette époque. Parce que quand tu écoutes, ça ressemble quand même pas mal à du Nesbill. Marre de crever en bas de l'échelle, rêver du haut de l'affiche. En cas de séquelles, tu le sais, on soigne nos douleurs au hashish. Et tu comprends que c'est ses influences et qu'il les a pas vraiment encore digérées. Ensuite, vous connaissez la suite, je vais pas trop vous détailler l'histoire. Orelsan sort Perdu d'avance en 2009. C'est un carton, même si en même temps, il y a toutes les polémiques qui vont avec. Les années passent, il sort son deuxième album, Le Chant des Sirènes, en 2011. Gros carton, encore plus gros carton même que la première fois. Victoire de la musique, voilà, c'est la nouvelle star du rap, de la chanson française. Mais pendant tout ce temps-là, Gringe, il ne fait rien d'autre que d'apparaître sur les projets d'Orelsan et de faire ses bacs sur scène. Il n'a pas l'idée de se lancer dans une carrière solo. Et en parallèle, là, évidemment, le groupe Les Casseurs Flotteurs est quand même mis en stand-by. La vraie différence entre Gringe et Orelsan, en fait, c'est que Gringe, quand il raconte sa vie, il raconte vraiment ce qu'il vit au moment où il le raconte. Quand il dit qu'il est à la fac et qu'il déchire les tickets à l'entrée du cinéma. Ouais, je suis dans le ciné, go mon pâté, je suis à l'entrée, je déchire les tickets. C'est pas du bluff, c'est vraiment ce qu'il fait dans la vie à ce moment-là. Contrairement à Orelsan qui ne ment pas vraiment, mais qui déjà à cette époque se replonge davantage dans son passé pour raconter un quotidien qui n'est déjà plus vraiment le sien. En 2013, fort du succès du Chant des Sirènes, Orelsan décide d'embarquer son compère de toujours pour relancer la grande aventure des Casseurs Flotteurs, cette fois-ci avec tous les moyens nécessaires, et il sort le premier album des Casseurs Flotteurs. Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs. Et là, c'est vraiment incroyable cette époque. C'est vraiment des punks dans le rap. Je pense à un clip comme la mort du disque. On va buter ton CD, on va buter ton CD. Je pense aussi à Fais les bacs, qui est quasiment devenu un hymne générationnel. Fais les bacs, alors pousse le volume et fais les bacs. Ouais. Et je pense qu'à cette époque, je suis vraiment hypé par l'image qu'ils ont, leur image de glandeur magnifique. Et il y a un côté où j'ai envie de leur ressembler un petit peu. J'ai un peu envie d'être comme eux, même si en même temps, dans cette espèce de mode de vie nul, comme dit Gringe, eh ben, ils distillent quand même quelques petites informations pour avertir le public sur ce à quoi ça mène, c'est-à-dire rien. Terrain glissant, destin flippant. En même temps, cet album, c'est aussi l'occasion de connaître un peu mieux le personnage de Gringe, qui était vraiment dans l'ombre d'Orelsan jusque-là. On en apprend un peu plus sur sa jeunesse, notamment dans le morceau La place pour être, où il raconte vraiment son enfance de sale gosse à Cergy. Morve sur un BMX, moi j'étais l'un d'eux. Quand le bois de Cergy tout entier était mon terrain de jeu. Son enfance libre, etc. Également, notamment et particulièrement dans le morceau de Connard dans un abribus, on en apprend un peu plus sur ses références culturelles qui sont pas forcément exactement celles d'Orelsan. Par exemple, quand il parle de son goût pour le MMA. Ah, il lui brise le fémur. Rory, faut pas le faire chier. Sur le ring, ses adversaires sont tous fait enterrer.
ou quand il parle de son goût pour le film Scarface, qui est vraiment le film du ghetto français par excellence, quand il compare aussi leur goût en matière de rap, et que Gringe, contrairement à Orelsan, il préfère l'escadrille, qui est beaucoup plus rue et Kaira, par rapport à Ayam, qui est plus sage et plus écrit. À part ça, j'ai quand même l'impression à l'écoute de l'album que Gringe est un poil plus avancé qu'Orelsan dans le mode de vinyle, comme il l'appelle. Il fait référence à pas mal de produits qu'il prend, notamment dans Regarde comme il fait beau. Il y a une phase qui m'interpelle, c'est quand il parle du Lexomil. Tu viens tenir tes exos, je finis ma boîte de l'exo. C'est à cette occasion que j'apprends que le Lexomil, c'est un anxiolytique. Et donc ça en dit long sur à la fois la consommation de produits de Gringe et son potentiel état mental à ce moment-là. Il y a aussi Bloqué, où même si c'est un morceau qui sonne comme une blague, il fait quand même référence aux drogues dures. Tu mélanges alcool fort et drogue dure. Danger, 1 trait sécurité, 2 traits. Danger. Et pour finir, il y a le morceau Les putes et moi, qui était un petit peu mon morceau fétiche à la sortie de l'album, où Gringe nous parle très clairement de sa passion pour les prostituées et du fait qu'il en aurait fréquenté beaucoup. Là où Orelsan avoue que lui aussi, il en aurait fréquenté, mais que, contrairement à Gringe, il a pas trop persévéré et ça le met un petit peu plus mal à l'aise. Enfin, dans le morceau final, des histoires à raconter, Gringe évoque, sans trop en dire encore, son passé qui le hante. Il parle du fait qu'il gâche toutes ses relations, qu'il a perdu la fille qu'il aimait. Il parle du fait de chercher du réconfort dans les paradis artificiels, mais que ça ne l'avance jamais à rien. Et c'est un morceau plus profond et introspectif que tout le reste de l'album. Et je pense que c'est quand même sincèrement le couplet de Gringe qui m'avait le plus marqué à cette époque. Et ce morceau plus introspectif, il prépare un petit peu le terrain pour ce qui va venir après. Et effectivement, en 2015, c'est l'année des Casseurs Flotteurs. Les Casseurs Flotteurs sortent leur deuxième album solo, Comment c'est loin, avec le film qui va avec la série qui va avec, mais on va surtout se concentrer sur l'album parce que ça s'appelle Arrête ta flûte. Alors je trouve cet album bien plus abouti que le premier, je le trouve plus agréable à écouter, musicalement il est mieux ficelé, il est mieux écrit aussi, et le morceau qui m'interpelle vraiment à la première écoute, c'est justement le solo de Gringe, Le Mal est fait. Alors Le Mal est fait, c'est un petit peu une douche froide à l'écoute de l'album, au beau milieu de l'album. C'est pas un morceau dont on pourrait dire qu'il est beau, c'est un morceau dont je pourrais dire qu'il est esthétiquement laid, parce que c'est vraiment une plongée dans la noirceur de l'âme et du cœur de Gringe, qui nous parle de la souffrance de ses relations sentimentales et de son incapacité à aimer correctement, et de comment il s'aborde ses propres relations, qu'il se fait du mal, qu'il fait du mal à la personne qu'il aime, notamment par l'infidélité. Et il y a des images très très noires, très explicites qui sont livrées, avec en plus le clip qui va avec, qui a vraiment tout du film d'horreur, quoi. Je baisse des meufs sans visage, à la recherche d'un sursaut de vie. Sur ce projet, je suis quand même très impressionné par l'écriture de Gringe. Alors évidemment, Orelsan aussi est très fort, mais Orelsan, on le connaît déjà quand même bien à cette époque. Et Gringe a quelque chose de très différent dans son écriture, je le dis, quelque chose de plus obscur, de plus torturé, de plus poétique aussi, et de plus imagé, de très imagé. Et je le ressens particulièrement dans la dernière piste, Inachevé, qui encore une fois est la piste la plus introspective de l'album. Et s'il a envie de tout foutre en l'air, ce point de vue de rappeler si jamais la cabine explosera après, même sous une pluie d'acier. Donc logiquement, après ce deuxième album des Casseurs Flotteurs, avec les performances livrées par Gringe, je me dis qu'il est maintenant temps pour Gringe de nous livrer son premier album solo, enfin. Et je vais attendre et attendre. Et Orelsan va sortir son troisième album, La Fête est finie. Et Gringe sera pas dessus. Et je vais saigner l'album d'Orelsan. Et je vais continuer à attendre. Et enfin, fin 2018, en novembre 2018, Gringe va enfin sortir son tout premier album solo, Enfant Lune. Donc dans cet album comme single, il y a eu évidemment Qui dit mieux avec Orelsan, Vald, Suicombe Blazadé. On va pas trop s'étendre dessus, mais bon, c'est un très bon morceau où ça kick, parce que de toute façon, il y a que des bons rappeurs dessus. Il y a eu le très très bon Scanner avec Léa Castel. J'irai plonger dans le cerceau, me jeter dans les flammes.
Léa Castel, la plus belle chanteuse, la plus belle voix du R&B français. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Sans trop en savoir plus, il y avait une espèce d'alchimie entre les deux et on comprend qu'il s'est probablement passé quelque chose entre eux à un moment donné, même si tu comprends déjà à cette époque que c'est du passé. Et Gringe est aussi sur l'album de Léa Castel, sur un morceau qui parle des ex. Tout était si beau, on s'est liés comme les deux doigts de la main. Bref, moi c'est mon petit côté people là qui ressort. Ça m'aurait fait plaisir de voir ce couple-là. Voilà, en tout cas pour moi ça réconforte l'idée d'un Gringe séducteur. En tout cas, ce morceau avec Léa Castel, Scanner, pour moi c'est vraiment le chef-d'œuvre de Gringe, où pour la première fois, il va vraiment exposer au grand jour la maladie de son frère et où il va encore nous livrer des images à la fois terribles et belles, terriblement belles, comme quand il essaye de nous imager la souffrance que ça lui provoque. Et plus tes crises de folie prennent de l'ampleur, plus tes silences sont des lames qu'on m'enfonce dans le cœur. Il y a aussi Pièces détachées qui fait aussi l'objet d'un très beau clip et qui revient sur une autre cause des souffrances de Gringe, à savoir sa relation ratée avec son père, où l'on comprend que finalement il ne l'a pas trop connu, que son père n'était pas vraiment présent et que finalement il a peur de reproduire les mêmes erreurs que son père, et ce malgré le fait qu'il ne le connaisse pas vraiment. Anxieux et coureur de jupons, et je flippe que ce soit dans mes gènes. Dans Paradis Noir, en collaboration avec DJ Pone, l'ancien DJ de Zwinkels, il y a encore de très belles images terribles, comme quand il dit À part me les passer au cou et faire le nœud, il pleut des corps dans mon paradis noir. Et en fait, sans exagérer, si je devais qualifier le style de Gringe, je pourrais dire que c'est un style gothique. C'est un bon album, mais je pense que c'est un album assez exigeant. Personnellement, ça m'a pris 3 bonnes écoutes pour vraiment ressentir que je l'appréciais. Je pense que c'est pas un album grand public, qu'il a pas trop bien marché, et que son plus grand défaut, c'est d'être trop monocorde. Il n'y a pas non plus beaucoup d'espace de répit dans cet album qui est quand même très noir, qui parle beaucoup. C'est un thème très cher à Gringe, tu comprends que c'est sa principale souffrance, de l'échec de ses relations. Les quelques espaces de répit, ça va être des morceaux ego trip, où même si c'est pas non plus la joie de vivre, il y a quand même quelques phases qui vont potentiellement te faire rigoler. Tu la surveilles mais ta meuf s'en fiche, on est dans le club, on la prend en sandwich. Et en même temps, à cette époque, Gringe, il a déjà un pied dans le cinéma, déjà évidemment avec Comment c'est loin, mais après ça en 2017, avec son rôle dans Carbone, où il joue un voyou franco-israélien escroc à la taxe carbone. Et en même temps, dans pas très longtemps, il va mettre un pied dans un nouveau milieu artistique, le milieu de la littérature, en sortant en 2020 son premier livre, Ensemble on aboie en silence, qui revient sur la maladie de son frère et sur sa relation avec lui. Et pareil, c'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à lire, parce que je m'attendais à un truc vraiment... En fait, comme c'est une maladie que je connais vraiment de loin, je pense que je connaissais mal le sujet et que je m'attendais à quelque chose d'encore plus horrible que ce que c'est réellement, ou alors à quelque chose de très très rébarbatif, de très très médical qui décrit les symptômes de la schizophrénie, et ça m'emballait pas forcément. Et là, je l'ai lu pour les besoins de la vidéo, et franchement, c'est un livre que je recommande, qui m'a beaucoup plu, qui est facile à lire, que j'ai lu en 2 heures, et où tu vois que Gringe a vraiment une plume et un style littéraire qui est différent de son style de rap, où il écrit un petit peu à l'ancienne, comme les Louis-Ferdinand Céline, les écrivains comme ça qui ont popularisé l'argot dans la littérature. Tu vois aussi que Gringe a des références littéraires, ce qui n'est pas forcément le truc qui met le plus en avant dans sa musique, parce que encore une fois, c'est un mec qui va pas forcément donner la meilleure image de lui en fait dans tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le bouquin commence sur une anecdote où il parle du fait que ce soit des éditeurs qui l'aient appelé. Donc encore une fois, on est dans ce truc où il n'est pas vraiment maître de son destin. C'est toujours un peu par hasard que les choses se produisent pour lui. Donc on l'appelle et on lui propose 10 000 euros. Et en fait, il nous explique que sa principale motivation pour écrire ce bouquin, c'est les 10 000 euros parce qu'il a dilapidé l'argent des projets précédents. Et j'aime bien cette entrée en matière en fait qui est très punk, qui est très aussi côté débrouillard. Et en même temps, il y a un côté autodestructeur où, comme je disais, Gringe va toujours finalement montrer la pire version de lui-même et montrer ses défauts comme sa vénalité
avant de montrer ses qualités. Pourtant, ce bouquin, c'est quand même l'occasion de découvrir l'être humain Gringe, l'humanité de Gringe, au-delà du personnage de dessin animé, de l'anti-héros des casseurs-flotteurs, et je dirais même au-delà du mec torturé en permanence d'Enfant Lune. L'être humain dans sa globalité, et c'est souvent touchant parce que il y a une vraie relation d'amour fusionnel avec son frère qui est très belle. Il y a toute la complexité de sa relation familiale et de sa famille éclatée, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour, c'est souvent drôle et c'est vraiment un livre qui vaut le coup en fait. Et même s'il souffre pas de la même maladie que lui, tu comprends qu'il a beaucoup de similitudes avec son frère, comme son hypersensibilité, comme son goût pour la littérature et pour l'écriture, parce que son frère écrit lui aussi, et d'ailleurs il va livrer un texte exprès pour conclure le bouquin en trahissant les voix qu'il a dans la tête. Pour conclure, là, tout récemment, en septembre de cette année, Gringe a sorti un dernier album solo qui s'appelle Hypersensible, justement, et je dois vous avouer que si j'avais pas décidé comme par hasard de faire une vidéo sur lui au même moment, je pense que j'en aurais tout simplement pas entendu parler parce que j'ai pas vu du tout de promo pour cet album. Je sais pas pour vous, mais je l'ai pas vu faire la tournée des grands médias rap et j'ai pas vraiment d'explication pour ça, si ce n'est que son précédent projet n'a pas vraiment marché, et en même temps, encore une fois, c'est pas forcément hyper accessible, même si je pense qu'il a réussi quelque chose de plus varié et de plus hétérogène que sur son précédent projet. Mais quand tu regardes la couverture du CD, c'est encore une fois bien angoissant et c'est vraiment rien comparé au dos de la jaquette. Dans l'intro Fake ID, Gringe va un petit peu plus développer ses références littéraires en se comparant à la célèbre métamorphose de Kafka, c'est-à-dire un être humain qui se transforme petit à petit en cafard ou en scarabée, ce qui en dit long sur l'image qu'il a de lui-même, encore une fois. Me fait des pubs pour l'AFPA, je suis tellement proche de la métamorphose de Kafka. Ensuite, dans Duplon, Gringe nous montre sa hargne et son engagement, chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir chez lui, parce que avant il avait plutôt tendance à dire que il manquait de certitude pour avoir des engagements, parce qu'il était trop paumé dans sa vie en fait. Mais là, il nous parle avec hargne, avec rage, je dirais, des morts causées par la police, et c'est pas le seul thème sur lequel on le voit s'engager, le seul thème brûlant sur lequel il s'engage, puisqu'il parle également de Gaza à un autre moment dans ce projet. Ce soir mon cœur est Gazaoui, boy. Ce soir mon cœur est Gazaoui. Avec Xan, il met les deux pieds dans le plat sur sa consommation de produits, sa consommation passée, parce que en interview, tu as l'impression, heureusement, qu'il a un peu laissé ça derrière lui. Dans Au revoir bébé, Gringe nous parle, et c'est assez déchirant, d'un enfant qu'il n'a jamais connu, qu'il ne connaîtra jamais, et comme souvent avec son écriture, c'est assez mystérieux, on ne sait pas vraiment de quoi il parle. Est-ce qu'il parle d'un abandon? Est-ce qu'il parle d'un avortement? Perso, je penche un peu plus pour la solution de l'avortement. En tout cas, on revient sur un thème assez fréquent chez Gringe quand il fait de l'introspection, à savoir son incapacité à fonder un foyer. Et quand on regarde les interviews récentes, on dirait que par rapport à l'époque où il se questionnait sur le fait de savoir s'il ferait un bon père, on dirait que désormais il a vraiment abandonné l'idée de devenir père un jour. Dans Couler des jours heureux, enfin la conclusion de l'album, Gringe nous offre une note d'espoir puisqu'il nous parle d'une relation qu'il semble mener à l'heure actuelle et qui semble enfin bien se passer, même si encore une fois son écriture reste énigmatique, notamment sur la conclusion. Jour après jour, je coule des jours heureux, j'apprends à les noyer. Pour conclure, Gringe pour moi appartient à cette catégorie d'artistes qui ont de l'or sur les mains mais qui ne savent vraiment pas quoi en faire. Et ce qui est paradoxal, c'est que à son âge, à 44 ans, il m'apparaît encore comme un jeune rappeur qui a encore beaucoup de choses à prouver, alors que la quarantaine, dans le rap, c'est un petit peu souvent considéré comme la date de péremption. Regarde un gars comme Salif, par exemple. Salif a 1 an de moins que Gringe, il est de 1 an plus jeune que Gringe, et Salif terminait déjà sa carrière en 2010, quelques années avant que Gringe ne commence vraiment sa propre carrière au sein des casseurs-flotteurs. La différence avec Orelsan, parce que je me sens obligé d'en parler, c'est que Orelsan, il a vraiment fini le jeu, on peut dire. Il a sorti 3 albums qui ont été des cartons. Il a cartonné au cinéma, il a cartonné à la télévision, il a tout fait et tout lui a réussi.
Et oui, il a sorti 4 albums parce que son 4e album, je l'aime un petit peu moins que les autres. D'ailleurs, il se revendique roi de la pop dans cet album et je trouve qu'il a vraiment pris un tournant pop où moi je le suis plus trop, mais en même temps il a cartonné pendant 12 ans en faisant vraiment du rap et il a atteint un tel niveau de popularité qu'il peut bien se permettre de devenir pop en fait. C'est juste que moi j'estime que à partir d'un certain niveau, Orelsan il s'est inévitablement embourgeoisé et qu'il a perdu son venin par rapport à une époque où il faisait suicide social, par exemple. Là où Gringe, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment embourgeoisé, qu'il est vraiment resté ce poète maudit qui erre, qui a jamais un sou devant lui, qui arrive pas à être stable, à construire une relation, à s'établir en fait, à s'embourgeoiser tout simplement. Et c'est ce qui fait que pour moi, il a sûrement encore du venin, il a encore des choses à dire et que j'estime que je peux encore attendre des choses de lui. Mais attention, quand je parle de poète maudit, il faut pas croire non plus que je me satisferais de voir Gringe rester dans ce rôle toute sa vie. Dans les interviews récentes qu'il a données, tu vois que bon an, mal an, il a quand même l'air d'aller mieux. Et ça, c'est tant mieux. J'ai absolument pas envie qu'il crève au CHU de la ch'touille avant d'atteindre la cinquantaine. Mais voilà, on dirait que c'est, contrairement à Orelsan, c'est resté cet éternel rocker. Et encore à ce jour, ça reste le plus casseur-flotteur des casseurs-flotteurs. Il a conservé en lui en fait cette bohème authentique, ce chaos artistique qui peut lui permettre encore de nous surprendre et de nous apporter des belles choses, que ce soit dans le rap, dans la littérature. Je pense que j'adorerais lire un 2e bouquin de Gringe. Pour le cinéma, je m'en tamponne un petit peu plus, à moins qu'ils prennent des cours et que ça devienne le Adam Driver français. Quant à savoir si les casseurs-flotteurs pourraient revenir, même si ça reste encore possible, notamment évidemment pour des raisons de fric, pour ma part, je pense même pas que ce serait forcément souhaitable parce que je pense qu'ils ont déjà tout dit ce qu'ils avaient à dire sur leurs 2 projets et que là, revenir 10 ans après, ça sentirait un petit peu le réchauffer quand même. Mais dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cet artiste. Est-ce que vous avez apprécié les casseurs-flotteurs? Est-ce que vous avez apprécié sa carrière solo? Est-ce que pour vous, il a gâché son potentiel? Il a gâché son talent, ou est-ce que vous pensez qu'il a encore beaucoup de choses à réserver, que c'est que le début de sa carrière finalement? Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi de quoi vous aimeriez me voir parler dans une prochaine vidéo. Vous avez vu que je suis un petit peu dans un run roi sans couronne en ce moment, donc dites-moi si vous avez d'autres idées comme ça d'artistes et surtout si la vidéo vous a plu, et ben vous mettez un pouce bleu pour le soutien, vous vous abonnez pour rien rater des prochaines. Et nous, on s'attrape très vite. See you later.